Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de prendre le rendez-vous pour votre émission Éco-citoyen, une émission qui aborde toutes les thématiques liées à l'environnement et la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes dans la nature puisqu'il s'agit de l'environnement. Nous recevons pour vous Gabriel Michel Monteiro, spécialiste en biodiversité informatique et biologiste de formation, membre actif de SOS Biodiversité et coordonnateur adjoint du projet sur la conservation de la biodiversité conduit par cette ONG. Gabriel Michel Monteiro, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous pour cette émission Éco-citoyen. Et là, le thème d'aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la biodiversité informatique. Tout de suite là, les téléspectateurs se demandent, mais c'est quoi la biodiversité informatique? Merci madame. Et la biodiversité informatique, on y retrouve dans cette expression déjà deux mots-clés que sont la biodiversité et l'informatique. En définition, on pourrait dire que la biodiversité n'est rien d'autre que l'application des outils informatiques à l'information sur la biodiversité pour une capture améliorée de ces informations, une interprétation de ces informations, une analyse, et tout ceci pour la compréhension et la gestion des phénomènes qui ont lieu entre la biodiversité et son environnement. Est-ce à dire qu'il y a une différence entre la biodiversité informatique et la bioinformatique? Justement, la biodiversité informatique est considérée comme une branche de la bioinformatique qui, cette dernière, s'applique uniquement à la biologie moléculaire. La biodiversité informatique est plutôt calée sur le niveau espèce de la biodiversité, et nous ne sommes pas sans savoir que la biodiversité est déjà définie à plusieurs échelles, à l'échelle de gènes, à l'échelle d'espèces et également à l'échelle des écosystèmes. Donc, la biodiversité informatique s'intéresse à tout ce qui concerne l'échelle espèce et les relations entre les espèces et leur milieu de vie. Déjà là, quels sont les domaines d'application de la biodiversité informatique? La biodiversité informatique s'applique, comme j'ai commencé par le notifier, à tous les domaines qu'on connaît où l'espèce, que ce soit les espèces animales, les espèces fongiques, les espèces végétales, sont connues, interagissent avec leur milieu de vie. Nous pouvons par exemple nommer l'agriculture, l'industrie et la gestion des risques et catastrophes, la gestion par exemple des espèces invasives. Et parlant justement des espèces invasives, il y a au moins deux qui sont communément connues au Bénin, en l'occurrence le Mesopharum swaziolens, communément appelé Iptis. Ces espèces sont des espèces qui ne sont pas d'origine de chez nous. Elles sont d'ailleurs par des transactions qu'on ne maîtrise pas parfaitement. C'est-à-dire que ces espèces, on ne les retrouve pas chez nous? Je vais dire qu'on les retrouve chez nous par accident. Par accident parce que à l'origine, ils n'existaient pas chez nous. Donc, des individus, lors de leur déplacement d'autres pays vers le nôtre, l'ont amené dans notre milieu. Et évidemment qu'elles vont s'accommoder à ce nouveau milieu, mais ce milieu leur est tellement commode elles exercent un effet néfaste sur les autres espèces qui existaient déjà dans le milieu. Quand on prend par exemple le cas de l'Iptis qui existe, quand l'Iptis apparaît dans un milieu, alors là, au bout d'un temps, on n'observera que l'Iptis dans tout ce milieu. Alors la biodiversité informatique, par exemple, s'emploie dans la lutte contre ces genres d'espèces. Également, la biodiversité informatique sera très utile dans la gestion des maladies infectieuses vectorielles. Je vais ainsi nommer le domaine de la santé publique. Dans le cas, par exemple, du virus qui a sévi cette année, le Covid-19, les outils de la biodiversité informatique, si on est quand même sûr que cette espèce de virus est connue pour interagir avec l'environnement,
si elle préfère certaines conditions à d'autres. Les outils de la biodiversité informatique peuvent nous aider à gérer et à mieux contenir cette espèce, par exemple. À mieux continuer à gérer cette espèce, par exemple. Oui. Quelle est la valeur ajoutée à la conservation de la biodiversité informatique? La valeur ajoutée, je vais dire, parlant de la conservation de la biodiversité, c'est d'abord une science qui existe depuis des siècles. La biodiversité informatique, d'abord le terme a été créé dans les années 1990, plus précisément en 1992. Cependant, la science dénombre plusieurs praticiens et dénombrés par milliers dans le monde. Alors, quant à la valeur ajoutée à la conservation de la biodiversité informatique donne la possibilité de faire des analyses exploratoires à des échelles de temps et d'espace où nous ne sommes pas encore. Je prends par exemple le cas du même virus qui sévit cette année. Si il est bien démontré que le virus préfère et sévit mieux dans certaines conditions, nous pourrons, à l'aide des outils qui sont utilisés dans la biodiversité informatique, retrouver si, à des échelles de temps du futur où les données existent déjà, où nous sommes censés déjà connaître les conditions environnementales qui vont prévaloir, en l'occurrence la température et l'humidité, des variables comme cela, nous sommes en mesure de voir est-ce que les mêmes conditions vont se retrouver par exemple aux ans du futur et déjà prendre nos dispositions pour faire face à d'autres éventuels épisodes de la crise au coronavirus. Et parlant dans le domaine de la conservation, cette science s'applique très bien à explorer le futur dans le cadre des effets des changements climatiques où nous sommes en mesure de voir si aux ans, par exemple, à divers horizons du futur, en 2040, en 2055, suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, lesquelles seront les conditions qui vont exister pour chaque espèce, les conditions qu'elle préfère, je veux dire. En tant que spécialiste en biodiversité informatique et biologiste de formation, est-ce que il y a eu un cas d'étude que vous pouvez nous en parler, comme le cas d'étude de l'éléphant par exemple? Justement, dans mon travail en master sur l'éléphant d'Afrique, qui est le plus grand pachyderme au monde, qui est sujette à de nombreuses pressions, parmi lesquelles on dénombre les effets des changements climatiques, j'ai effectué une étude où j'ai exploré dans le Bénin, par exemple, les conditions qui sont les mieux favorables à l'espèce. Ainsi, partant de données qu'on a récoltées sur l'espèce au fil de plusieurs années, données que nous avons pu mobiliser par des méthodes améliorées de capture des informations. Nous avons mobilisé ces informations et associées avec des variables climatiques, j'ai pu explorer et retrouver qu'au Bénin, les aires favorables à l'espèce sont largement réparties dans le nord du Bénin. Et l'une de mes découvertes a été que les aires favorables à l'espèce s'étendent bien au-delà de la limite des parcs nationaux que nous avons délimités pour que l'espèce reste. Ceci m'a permis quand même de découvrir et d'expliquer pourquoi les éléphants ont souvent tendance à sortir des parcs nationaux pour aller explorer d'autres territoires. Et ceci ne s'explique rien d'autre par le fait que leurs aires favorables ne sont pas comprises uniquement dans les parcs nationaux. Grâce à mon travail également, nous avons pu explorer et puis obtenir des décisions qui nous permettent de prévoir que, par exemple, en l'an 2055, les aires favorables vont devenir un peu moins favorables à l'espèce dans la côte supérieure du Bénin à hauteur de Karimaman, et que l'espèce peut être poussée, par exemple, à descendre de l'intérieur des parcs nationaux et à retrouver d'autres aires qui lui sont favorables. Et donc, dans ce cas, si nous voulons toujours maintenir l'espèce dans les réserves qui l'abritent au jour d'aujourd'hui, nous devons donc améliorer les conditions de vie. Je veux ainsi dire construire des points, des cours d'eau artificiels où l'espèce sera appelée à souvent s'abreuver au lieu de sortir des parcs nationaux pour aller rechercher
des ressources en eau, nous pouvons exprès développer des espèces que nous savons que l'espèce appète souvent et donc favoriser, agrandir la disponibilité de ces espèces, de quoi ne pas lui permettre souvent de sortir, parce que nous savons que à chaque fois on a sorti des éléphants des parcs nationaux, cela s'accompagne tant de dommages dans le rang des animaux que dans le rang des humains. Au cours de votre intervention, vous avez dit qu'il y a quelques espèces qu'on ne retrouve pas chez nous ici. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ces espèces une fois qu'on les retrouve chez nous? Déjà, c'est d'abord une bonne question parce que effectivement, il y a des espèces qui n'existent pas ailleurs qu'au Bénin. Et je peux déjà nommer une espèce qui n'existe que dans la chaîne de l'Atakora. Et quand c'est comme ça, c'est bien intéressant parce que nous savons que tant que nous perdons l'espèce au Bénin, nous la perdons totalement de la surface du globe. Quand il est ainsi, il faut donc rechercher les meilleures conditions dans lesquelles il faut les conserver à long terme. Pourquoi le faire? Parce que nous avons eu la chance de découvrir ces espèces aujourd'hui, mais qu'en est-il de nos progénitures? Donc, si nous voulons que nos descendants puissent connaître cette espèce également, sans oublier toutes les valeurs ajoutées qu'elle peut apporter à notre médecine ou nos soins, nous pouvons par exemple, avec les outils de la biodiversité informatique, explorer sur la base des conditions que nous avons pu trouver pour expliquer sa présence dans le Bénin, retrouver de pareilles conditions si elles existent ailleurs. Et justement, je vais en venir au point où la présence de l'espèce dans le Bénin ne veut pas toujours dire que ces conditions de vie n'existent pas ailleurs. Peut-être qu'elle n'a pas eu la possibilité de disséminer ses semences ailleurs qu'au Bénin. Alors, si nous avons la possibilité de retrouver d'autres conditions qui lui sont favorables ailleurs, nous pouvons donc, sur la base des outils de modélisation spatiale de sa distribution, retrouver ces conditions et donc l'aider à disséminer ces semences pour les retrouver ailleurs sans oublier que cela s'accompagne des fois de risques comme dans le cas des espèces invasives. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Éco-Citoyen. Quel est votre dernier mot? Mes derniers mots seront d'abord des mots de remerciement à l'endroit de tous mes formateurs, en l'occurrence à l'égard de toute l'équipe de GBIF Bénin qui a coordonné ma formation dans le master en biodiversité informatique, et mes mots de reconnaissance également vont à l'endroit de l'ONG SOS Biodiversity qui est très active dans cette science de la biodiversité, mais également très active dans le domaine de la conservation de la biodiversité au Bénin. Et quel appel vous avez annoncé à la population pour la protection de la biodiversité? Alors, mon appel sera d'abord pour mieux d'abord conserver la biodiversité, que nous soyons mieux outillés. Alors, je vais inviter les hommes qui le peuvent à d'abord s'inscrire par exemple dans ce master de formation en biodiversité informatique qui existe à la faculté des sciences agronomiques sur le campus pour pouvoir se former. Et donc, s'ils sont amoureux de la nature, pourquoi ne pas apprendre pour mieux préserver la nature? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et voilà, c'est la fin de cette émission Éco-Citoyen que nous vous remercions d'avoir suivi. Il a été question de la biodiversité informatique et pour cela, nous avons reçu pour vous Gabriel Michel Montero, spécialiste en biodiversité informatique et biologiste de formation, membre actif de SOS Biodiversité et coordonnateur adjoint du projet sur la conservation de la biodiversité conduit par cette ONG. Prenez le rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. D'ici à là, portez-vous bien.